voir les aspects diplomatiques à présent de cette crise avec notre invité Emmanuel Navod. Bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Le fait que la France se présente comme un médiateur dans cette crise-là, est-ce que justement c'est un médiateur qui peut être accepté à la fois par Israël, qui lui reproche pas mal de choses en ce moment sur le dossier iranien? Oui, effectivement, le fait, comme vous l'avez rappelé, sur le dossier iranien, le fait que le président Macron, la semaine dernière, au sommet du G7, ait invité le ministre des Affaires étrangères iranien, c'est clair, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Israël, mais dans la situation d'urgence qui est la nôtre aujourd'hui face au Hezbollah au Liban, l'aide de la France est la bienvenue si la France peut aider. Le fait qu'on ait des désaccords, que Israël puisse avoir des désaccords avec la France, il n'en reste pas moins que Israël et la France sont des pays amis. Et que la France peut aider du fait de son influence au Liban. En tout cas, il faut l'espérer, pas seulement la France, mais également les États-Unis, pour essayer de retenir justement le Hezbollah et l'Iran sur la scène libanaise. Et je pense que l'appel de Hariri ne fait que nous rappeler à quel point ni lui ni le président Aoun ne contrôlent véritablement leur pays, qui est en réalité contrôlé dans les faits à la fois par le Hezbollah et l'Iran. Alors justement, c'est l'Iran aujourd'hui, à votre avis, qui a dit au Hezbollah d'appuyer sur la détente de ce tir qui a eu lieu hier, parce que Nasrallah ce soir semble rechercher le calme. Lui aussi, on dit qu'il a même demandé un cessez-le-feu. Nasrallah n'est pas un acteur autonome. Il n'agit pas seul, il agit sous les ordres de l'Iran, en coordination avec l'Iran, et il ne prendrait pas le risque d'une conflagration sans l'accord de l'Iran. Or, l'Iran, au moment où nous parlons, n'est pas du tout prêt pour une telle conflagration. L'Iran est sous la pression des sanctions économiques des États-Unis. L'Iran essaie d'arriver à un nouvel accord sur le nucléaire face aux États-Unis. Et ce n'est évidemment pas le moment aujourd'hui pour l'Iran de se lancer dans une guerre même interposée par acteurs interposés face à Israël, quand on sait quelles en seraient les conséquences également pour les Iraniens eux-mêmes. Alors en Israël, évidemment, ça tourne parce qu'on est en campagne électorale aussi, une sorte d'affrontement. On a vu certains reproches qui ont été faits à Netanyahou. Est-ce qu'à votre avis, justement, la campagne électorale peut pousser Netanyahou à agir différemment de ce qu'il aurait fait peut-être dans une autre période ou pas sur ce dossier précisément? Je pense que lorsque nous parlons de l'Iran, du Hezbollah, ce sont des questions véritablement de sécurité nationale, de vie et de mort. Et personnellement, je ne soupçonne pas le Premier ministre de mettre la campagne ou son intérêt politique avant l'intérêt national et la sécurité du pays. Il est évident qu'en période de campagne électorale, on peut toujours attribuer aux candidats des motivations électorales. Mais je pense que, encore une fois, il s'agit là de questions de sécurité nationale. Et personnellement, je ne soupçonne pas le Premier ministre de mettre ses calculs électoraux avant l'intérêt du pays. Alors, on apprend ce soir que Donald Trump pourrait, dans ces derniers jours là précédant la campagne, eh bien, proposer d'inclure Israël dans un accord de défense mutuelle, de sécurité mutuelle, ce qui serait peut-être reçu comme un cadeau par Netanyahou. C'est votre sentiment aussi? Vous savez, il y a eu déjà dans le passé un tel accord avec les États-Unis sous l'administration Reagan, à l'époque du gouvernement Begin. Et en réalité, ce genre d'accord est assez vide de sens et de contenu. Ce sont plutôt des accords symboliques. Et si le but d'un tel accord, c'est d'essayer de convaincre les électeurs israéliens de voter plus en direction de Netanyahou, je pense que c'est une illusion, tout simplement parce que au moment où il y a de telles tensions avec le Hezbollah, finalement, s'il y a un accord symbolique avec les États-Unis, c'est pas ça qui va changer la situation. Au bout du compte, seul Israël est responsable de sa propre sécurité et de sa défense, et c'est pas un accord symbolique avec les États-Unis qui va améliorer la situation des habitants du nord du pays. De la même manière que lors des précédentes élections, je rappelle également au mois d'avril, alors il y avait eu effectivement cette reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, qui avait été perçue par beaucoup comme un coup de pouce donné à Trump, à Netanyahou, mais au même moment, les habitants du sud d'Israël recevaient sur la tête des missiles de la bande de Gaza, et par conséquent, cette reconnaissance, qui est par ailleurs la bienvenue, leur faisait, comme on dit, une belle jambe. Donc je pense que c'est la même chose. S'il y avait
avait un geste de Trump, je ne pense pas que cela influencerait les électeurs israéliens, certainement pas ceux du nord du pays qui vivent sur le front face au Hezbollah. Alors au moment où il y a ces tensions sur le nord, on a appris également aujourd'hui qu'Israël, parce que le calme semble revenu au sud, pendant le même temps à la frontière avec Gaza, avait décidé de supprimer toutes les restrictions liées aux livraisons de carburant à Gaza. Est-ce que vous voyez toujours une cohérence dans la manière avec laquelle le gouvernement israélien gère ses relations avec le Hamas et la bande de Gaza ? Personnellement, je crois il y a souvent une incohérence concernant la bande de Gaza, c'est clair. C'est une gestion. Il y a en réalité une véritable gestion du conflit avec la bande de Gaza. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une stratégie. Et je pense que, et encore une fois, je suis tout à fait conscient de la complexité évidemment de la situation à Gaza. Mais au bout du compte, et en particulier lorsqu'on parle du fameux plan de Donald Trump pour le Proche-Orient, on ne peut pas continuer de gérer sans arrêt la situation à Gaza sans essayer d'avoir au moins une stratégie partielle. Et cela signifie, entre autres, à mon sens, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dont sur ce plateau, à arriver à une espèce de modus operandi avec Al-Sisi pour qu'il accepte de dégorger la bande de Gaza en direction de l'Égypte, ce qui impliquera évidemment un coût économique pour les États-Unis et pour les pays du Golfe. Mais ce sont des idées qu'il faut mettre sur la table. On ne peut pas se permettre ad vitam aeternam de gérer Gaza en faisant virer de l'argent que le gouvernement actuel accepte, approuve, du Qatar vers le Hamas, de continuer de fournir le Hamas et la bande de Gaza des vivres élémentaires. Quand on parle de désengagement de la bande de Gaza en 2005, l'idée était de se désengager. Or, il n'y a pas de désengagement dans les faits, puisqu'il y a toujours des contacts. La bande de Gaza continue de dépendre d'Israël sur le plan économique, sur le plan de l'énergie, etc. Donc, il n'y a pas de désengagement. Et c'est aux pays du Golfe, à l'Égypte et à d'autres pays de la communauté internationale de participer à une stratégie à long terme, partielle, pas parfaite, pour la bande de Gaza. Merci beaucoup Emmanuel Navon, professeur de relations internationales donc à l'université de